Bah, Rachel, elle est assez horripilante dès le départ, je trouve. Le cher Matthew Morrison, aka Will, aka le crush de ma mère. Les persos dans la saison 5, ça m'horripilait. Un personnage que j'aimais beaucoup, même si très problématique. Pour le mettre sur son petit iPod. Hello à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Pop Thérapie. Je suis toujours accompagnée de ma très chère Anaïs. Hello! Je pense que c'est toi qui vas nous dire quel va être le sujet de cet épisode. Et aujourd'hui, on va parler d'une des séries les plus fascinantes à analyser. Pas parce qu'elle était parfaite, loin de là, mais parce que ce qui s'est passé autour d'elle est absolument dingue. Et oui, on va donc parler de Glee. Glee, la série musicale de lycée qu'on nous a vendue comme un truc feel good sur des losers qui chantent ensemble et qui trouvent leur place dans le monde. Et qui s'est révélée être l'une des productions les plus chaotiques, les plus toxiques et les plus maudites de l'histoire de la télé américaine. Exactement. Aujourd'hui, on va parler de tout ça, comment Glee est passé d'un phénomène culturel mondial à une série dont on parle surtout pour ses tragédies. Ce que ça dit sur Hollywood, sur la célébrité et sur ce qu'on projette sur les gens qu'on met sur un piédestal. Mais moi, j'ai une question importante pour toi, Anaïs. Est-ce que t'étais Glick ? En vrai, pas tant que ça. J'aimais la série, mais j'ai beaucoup aimé les 3 premières saisons, mais un peu moins la suite. En faisant mes petites recherches pour le podcast, j'avais peut-être une raison que les 3 premières saisons soient intéressantes et le reste un petit peu moins. Ouais, ok. Moi, je suis à peu près... Oui, j'allais dire, je suis un petit peu comme toi là-dessus. J'ai un souvenir très vif des premières saisons, mais un petit peu moins des suivantes. Un peu répétitif à force, je trouve. Oui, pour l'avoir re-regardé il y a quelques mois, ou peut-être une année, j'ai trouvé ça presque un peu cringe. Je sais que les fans inconditionnels vont un peu me taper sur les doigts, mais vraiment, j'étais un petit peu... Alors, vous voyez pas la tête que je fais, mais vraiment, j'avais le sourire un petit peu crispé. Ouais. Je pense que ça me ferait un peu le même effet si je les redécouvrais maintenant. Et on parle de Glee, mais peut-être que certains d'entre vous n'ont jamais vu cette série ou étaient trop petits ou sont passés à côté du phénomène. Donc, on va vous faire un rapide topo sur ce que c'est Glee. Glee, c'était une série américaine qui a démarré en 2009 sur la Fox. Ça se passe dans un lycée de l'Ohio et l'histoire tourne autour du Glee Club, un club de chant et de comédie musicale. C'est exactement ça. Et dans le contexte du lycée américain, le Glee Club, c'est le truc le plus ringard qui existe. Donc tu vois, on reste quand même dans le cringe malgré tout. Et oui, et on a aussi ce prof d'espagnol, le fameux Will Schuester, qui décide de reprendre ce club en main et de le mener jusqu'aux compétitions nationales. Et autour de lui, il y a toute une galerie de personnages. La diva qui se dessine des étoiles sur ses cahiers. Le quarterback populaire qui se cache pour chanter. La cheerleader machiavélique. Le garçon gay qui assume ses tenues, Marc Jacob et compagnie. Et tout ça dans un lycée de province. C'est ça, bien résumé. Et en phase 2, il y a la célèbre Sue Sylvester. La célèbre. Grave. En vrai, ce personnage était autant problématique que culte. Hein. Oui, clairement, ouais. On va en revenir à ça, enfin, on va en parler dans l'épisode, mais c'est un des meilleurs persos, moi, je trouve. Oui et non, mais oui, je suis d'accord. C'est le piment de la série. Donc, pour vous situer, c'est la coach des Pom Pom Girls, qui est jouée par Jane Lynch, et c'est donc l'antagoniste de la série et probablement l'un des personnages les plus drôles et les plus iconiques de la télé américaine des années 2000. Et en fait, chaque épisode, il y a des reprises musicales, donc entre 4 et 6 chansons. Donc déjà, si vous n'aimez pas le style comédie musicale, que ça chante trop dans les films, passez votre chemin parce que je pense qu'au bout de 10 minutes, vous avez déjà éteint votre télé. Ouais. Et le style musical va du classique de Broadway au hip-hop, en passant par la pop des années 80. Et pour vous dire combien la musique est importante, il y a 6 saisons et il y a plus de 700 chansons qui ont été reprises. C'est énorme. En plus, je sais pas si ça t'avait fait ça, mais il me semble qu'à l'époque, c'était passé sur M6. Alors moi, j'ai regardé en premier sur M6 quand ça avait un peu buzzé d'une certaine manière. J'ai regardé les 2 premiers ou 3 premiers épisodes et je me suis dit, waouh, est-ce que je vais tout regarder? Et après, bon, je me suis attachée au perso, etc. Donc j'ai fini par tout regarder, mais d'un premier point de vue, j'étais un peu en mode, est-ce que ça va me plaire? Ouais, je vois ce que tu veux dire. Parce que moi, en l'occurrence, j'avais regardé ça au compte-gouttes quand ça sortait aux États-Unis. J'étais rentrée très vite dedans. Je pense que le premier épisode, j'avais accroché. J'en avais parlé, je crois, à ma mère à l'époque, qui était très mitigée en regardant 2 épisodes, qui m'avait dit, voilà, je sais pas si ça va me plaire. Et finalement, elle s'est laissée prendre au jeu. Bon, elle est pas allée jusqu'au bout des 6 saisons. Ma mère aussi. Comme d'hab, quoi, incroyable. On est les mêmes.
Ma mère aussi, au début, elle était un peu en mode ouais, bof. Et au final, comme ta mère, je pense, elle a dû regarder les premières saisons, mais je suis pas sûre qu'elle ait terminé. Est-ce qu'elle avait un petit crush aussi pour Will ou pas? Ah, je crois pas. Parce que ma mère, oui, hein. Et on a découpé cet épisode en 3 parties pour que ça soit le plus clair possible pour vous. On va parler du phénomène, on va parler des coulisses et aussi de l'espèce de malédiction qu'il y a autour de cette série. On vous en dit pas plus pour le moment, mais on vous promet des anecdotes, et on vous promet. Oh, j'ai l'impression d'avoir perdu mon dentier, quoi. Ça, je vais le laisser, hein, je te le dis tout de suite, hein. Et je vous promets des anecdotes qui vont vous laisser sur le cul. Et Elvin, je te laisse ouvrir le bal si tu veux. Bah allez, soyons fous. On va ouvrir le bal avec le phénomène, donc le phénomène qu'on n'avait pas vu venir. Dites-vous qu'à l'origine, Glee, personne n'en voulait. Initialement, ça devait être un film. Le script avait été écrit en 2005 par Ian Brennan. Pendant 4 ans, Hollywood a refusé. Personne n'en voulait. Après coup, il y a Ryan Murphy, donc que vous connaissez sûrement. C'est un des c'est le créateur de Nip Tuck. Il a fait la série hyper connue American Horror Story Et même dernièrement Monster aussi. et Monsters, exactement, sur Netflix. Donc Ryan Murphy tombe dessus et il a lui-même fait partie d'une chorale quand il était adolescent. Donc il se dit, bah, je vais retravailler le script en série TV, je vais l'envoyer à la Fox et ça s'est acheté en 15 jours. C'était un record à l'époque pour vous dire. C'est vrai que c'est énorme. T'imagines, la série, elle galère. Le gars, il prend ça, il fait un script, il l'envoie, bam, en 15 jours, ça part. Incroyable. Et donc, pour une petite anecdote, on avait Ryan Murphy qui n'avait jamais vu un seul High School Musical. Donc, le gars, il a débarqué dans l'univers des séries musicales comme ça, avec ses 2 gros sabots. On compare beaucoup Glee à High School Musical, même si voilà, ça reste le seul point commun pour moi des adolescents qui chantent. Il n'y a pas grand-chose en commun avec ces Ouais. deux séries, je trouve. Enfin, séries, films. Mais je crois que dans mes souvenirs, quand c'est sorti, il y avait beaucoup de gens qui pensaient que c'était une série un peu Disney, codée Disney Channel. Mais je pense Oui, qu'une fois complètement. qu'ils ont vu les épisodes, ils ont dû se dire, ah non, finalement, c'est pas très codé Disney Channel. Ouais, quand on voit comment sont abordées les choses, effectivement, c'est pas à côté de Disney du tout. Et ce qui rend Glee encore plus, on va dire, phénoménal, il y a un lancement pour cette série un peu particulier. En fait, la Fox, elle diffuse le pilote en mai 2009, juste après la finale d'American Idol. Donc, on voit déjà qu'il cible un public. Et c'est 4 mois avant la vraie saison. 2009, c'est un peu l'ère des débuts des réseaux sociaux, etc. Et du Mais coup, on est oui, vraiment dans une stratégie tu du me l'as enlevé de pilote. la bouche. Tu sais quoi? Ça me fait penser aux artistes qui percent sur TikTok avec une chanson et qui comptent sur TikTok pour faire découvrir l'artiste avant même que l'album Ouais, c'est sorte. ça. Même principe. Ben, à l'époque, c'était un peu comme ça, mais peut-être avec YouTube. Possible. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que pendant ces 4 mois avant la diffusion de la vraie saison, les gens, ils ont eu le temps d'en parler, d'en faire la promo gratuitement. Là où d'habitude, des séries déboursent des sommes astronomiques pour faire la promo, pour faire des bandes annonces, des pubs, là, c'est clairement le public qui a fait le taf. Création du buzz. Ouais, exactement. Et en fait, l'attente était tellement importante que quand la saison 1 démarre, tout le monde était au rendez-vous. C'est vrai. Donc, je vais enchaîner avec les anecdotes de casting. Alors, on en a quand même quelques-unes. On avait donc l'acteur Chris Colfer qui jouait Kurt. Il avait auditionné pour le rôle d'Artie. Et finalement, Ryan Murphy a tellement aimé l'acteur qu'il a créé Kurt spécialement pour lui. Donc, c'est un rôle sur mesure. Le personnage n'existait pas avant cette audition. Et franchement, Et tu sais que, chapeau Kurt. ouais, de fou. Et en plus, je me dis, bah, en fait, je vois pas la série sans Kurt. Ouais, c'était un personnage tellement important. Ça aurait été, enfin, pas ennuyeux. Mais maintenant que on sait que Kurt a existé. Ouais, bah surtout que Kurt ramène beaucoup de sujets très importants dans la série, beaucoup de thématiques sont liées à ce personnage. Oui, de fou. Ensuite, on continue donc avec l'actrice Heather Morris qui jouait donc Brittany. Elle n'était pas censée jouer dans la série. Elle était venue juste pour enseigner la chorégraphie de Single Ladies aux acteurs. Ryan Murphy lui a créé aussi un rôle rien que pour elle. Décidément, tous des rôles sur mesure. Ensuite, on a l'acteur Corey Monteith qui jouait Finn, qui avait envoyé sa cassette d'audition depuis le Canada en jouant de la batterie sur des boîtes de conserve récupérées dans sa cuisine. Et les producteurs ont adoré sa créativité et lui ont demandé de venir à LA. Après, on avait l'actrice Amber Riley qui joue la magnifique, très belle voix, très beau personnage de Mercedes. Et ben, c'était son premier vrai rôle. Elle ne savait même pas ce qu'était une feuille d'appel et elle a avoué ne pas comprendre comment elle a gardé ce rôle durant les 6 saisons. Je finis avec un personnage que j'aimais beaucoup, même si très problématique,
le J'allais dire personnage. très problématique, le monsieur. Ouais, le personnage de Puck, qui était joué par Mark Sailing, bah lui, il avait menti sur son âge à l'audition. Il avait annoncé avoir 19 ans, alors qu'en réalité, il en avait 26. Et on reviendra sur ce perso plus tard, parce que il fait partie un peu de la malédiction d'une certaine manière du cast de Glee. Ouais. Tu sais que je me rends compte qu'en fait, pour rentrer dans le casting, il fallait être en fait hyper inventif. Bah, j'ai l'impression qu'en fait, les casteurs n'avaient pas forcément de feuille de rôle toute prête. Alors, certains des rôles avaient l'air d'être bien écrits et bien prêts et bien définis en fonction de ce qu'ils recherchaient comme profil. Mais là, finalement, la plupart des rôles, soit ils ont été créés parce que l'acteur était hyper original et ils ont eu un coup de cœur pour cette personne, soit c'est ouais, l'inventivité, l'originalité qui a donné leur chance à beaucoup de ces acteurs. Du coup, dans tout ça, dans ce phénomène, on a vraiment une explosion musicale. Pour vous dire, en 2011, donc quasiment 2 ans après le lancement de la série, le cast bat les Beatles ou même Elvis au Billboard Hot 100 pour le plus grand nombre d'entrées dans le chart. Donc le record il a été tenu pendant 9 ans jusqu'à ce que Drake arrive en 2020, mais quand même pendant 9 ans, ils ont été dans le top, quoi. Donc c'est pas C'est rien, je pense, pour énorme, l'époque. énorme. En termes d'autres chiffres, on a Don't Stop Believin' de Journey qui a fait 1,4 million de téléchargements aux USA. C'est vraiment la chanson la plus vendue de la série. Peut-être que je vais dire une bêtise, mais il me semble qu'à l'époque, en 2009, il n'y avait pas les plateformes de streaming, ou si? Si, c'était le début. Déjà, bon, du coup, c'est encore plus impressionnant d'avoir Ouais, 1,4 million de téléchargements, ouais. sachant qu'on pouvait avoir la musique pas gratos, mais voilà. Bah, Don't Stop Believin', pour moi, c'est vraiment la musique de Glee par excellence, hein. Ouais, pour le coup, moi, c'est plus la musique de Glee maintenant que de Journée. Ah oui, mais pareil, je pense comme toutes les personnes qui ont regardé Glee. Et puis même si cette musique est devenue autant connue à l'heure actuelle, c'est grâce à un sacré coup de pouce de Glee, hein. Ouais, je pense aussi. L'effet de Glee s'arrête pas là parce que il y a vraiment, on remarque dans l'industrie musicale que ça a un effet sur les artistes originaux. On a Neil Diamond qui voit les ventes de Sweet Caroline tripler. Rihanna à l'époque qui est quand même une pop star mondialement connue cède ses droits à prix cassé pour Take a Bow et elle voit du coup sur Take a Bow plus de 200% sur ses ventes. On a aussi Coldplay qui avait refusé à la base de participer à cette série, alors que quand elle est devenue un phénomène, eh bien, ils ont rappelé pour donner tout simplement leur catalogue en entier. Voilà. Ils se sont mordus les doigts en fait. Ils se sont dit merde, on a été trop cons. Bah, prenez tout, prenez tout. C'est ça. On a quand même des artistes qui ont refusé. Donc, Bryan Adams a refusé. Guns N' Roses a refusé. La célèbre Taylor Swift a refusé. Ouais. Parce que en plus Taylor Swift avait suggéré que les covers trahissaient ses titres. Il semble que c'est à une époque où Taylor Swift était un peu en bataille sur les droits de sa musique. Je me demande si c'est pas là où elle l'avait retiré des plateformes et compagnie. C'est fort possible, mais c'est Parce vrai que que 2009-2010, ça me paraît ça colle avec Red, 1999 et tout. Donc ouais. Oui, puis en plus, Taylor Swift, elle a quand même longtemps marché sur des œufs par rapport à sa carrière et un bad buzz aurait pu très bien vite la faire descendre et je pense qu'elle a préféré ne prendre aucun risque. oui. Et pourtant, il me semble qu'il y a une chanson de Taylor Swift dans Oui. Glee. Il me semble que c'est Mine. Ah, j'ai un doute là-dessus. J'ai l'impression qu'ils ont fait aussi une reprise de Taylor Swift à un moment, mais je mettrais pas ma main à Ouais, couper. Shake It Off. Bah oui, chez Kid Off, je pensais à ça. Ben, je crois qu'il y a Check It Off et Mine. Eh bien, C'est vous possible. savez quoi? Nos chers auditeurs, vous nous direz dans les commentaires si on a raison ou pas. Voilà, les vrais geeks qui connaissent les 700 chansons par cœur, n'hésitez pas à nous le dire. C'est ça. À contrario de ces artistes qui ont refusé, Madonna, la reine de la pop, hein, clairement, a donné tout simplement ses droits gratuitement pour l'épisode entièrement consacré à elle. C'est la seule artiste à avoir fait ça. C'est un truc de fou, ça. C'est un très très Après, bon dans move mes de sa part, souvenirs, hein. l'épisode de Madonna et de Lady Gaga sont pour moi les épisodes les plus iconiques. Avec Sweet Britney Spears aussi. Ouais, c'est vrai qu'ils sont géniaux et en plus, leurs reprises sont toujours très très bien à chaque fois. C'est vraiment top qu'elle ait fait ça parce que bon, elle avait pas besoin de plus de lumière, mais je trouve que c'est un très bon move de sa part. Ah oui, clairement. En plus, pour le coup, c'était tout bénef pour elle parce que la nouvelle génération découvrait ses anciens sons et c'est pas que ça remettait au goût du jour, mais Non, voilà, mais quoi. ça a boosté les ventes de plein d'autres artistes, donc ça a forcément boosté les siennes aussi. C'est ça. Le dernier record, c'est que les 4 albums de Glee ont été au top chart de iTunes. Pour ceux qui n'étaient pas à cette ère-là,
à l'époque, avant qu'il y ait les plateformes de streaming, il fallait acheter ses chansons légalement ou illégalement, mais bon. Bah là, c'est le légalement qui est comptabilisé dans les ventes, hein, mais bon. Et du coup, il y avait un store iTunes où on pouvait acheter des singles, il me semble, à 1,99€ ou 2,99€. C'était un peu le passage obligatoire si on voulait être dans la légalité d'acheter son petit album sur iTunes pour le mettre sur son petit iPod. Exactement. Moi, je me rappelle, j'avais mon iPod qui était full Glee. Ah ouais, moi aussi. Et en plus, ça prenait de la place parce que je vous Ouais. rappelle qu'il y a 700 chansons. Bah, à l'époque, il n'y en avait peut-être pas 700 parce qu'on était peut-être aux saisons 3-4 maximum à l'époque des iPods. Après, je pense qu'on était plus trop sur les iPods et on était un peu plus sur les plateformes de streaming. Mais c'est déjà énorme malgré tout. Je crois que je devais avoir, si c'est pas 700, c'était au moins 200 chansons. Ouais, ça me fait trop rire parce qu'on avait sûrement la même playlist. Oui, oui, j'en doute pas une seule seconde. Et le dernier record, c'est que 25 singles ont été écoulés à plus de 5 millions de téléchargements. Donc vraiment pour vous dire l'impact que cette série a eu quand elle est sortie et au moins, je pense, jusqu'à les 3-4 premières saisons. Ouais, complètement. J'enchaîne avec l'impact de la représentation. En 2009, la série était diffusée sur la Fox, donc qui était une chaîne gratuite. On va rapidement la comparer à la série The L Word. Je vais vous expliquer pourquoi juste après, qui elle était sur une chaîne câblée payante. Là où Glee était accessible à tous et avait une représentation assez importante de l'homosexualité. Donc avec le personnage de Kurt pour commencer, qui était un des premiers ados gays ouvertement assumés dans une série assez mainstream. Donc Ryan Murphy a reçu des lettres d'ados qui disaient que le personnage leur avait sauvé la vie. Et ça, franchement, c'est pas rien. Santana qui Non. réalise qu'elle est amoureuse de Brittany dans la saison 2, avec justement la reprise de la musique Landslide de Fleetwood Mac dans l'épisode où elle lui avoue ses sentiments. Donc c'est un moment assez iconique de la série. Et ben on avait le personnage de Unique, parce qu'elle est unique, n'est-ce pas Anaïs? Qui était un personnage transgenre. On a un double mariage gay en finale et Rachel qui, elle, était élevée par deux papas. Au niveau des chiffres, rapidement, en 2009, 35% des Américains soutenaient le mariage gay. Et là, en 2015, donc à la fin de Glee, on est monté à 63%. Donc je pense que Glee a eu un impact plutôt très positif sur la représentation des personnes homosexuelles. Le Glee Effect, c'est justement l'explosion des inscriptions dans les choral clubs de théâtre et de lycée directement liés à la série. Ça me fait trop rire, j'imagine trop les gens fans de Glee qui ont regardé la série. Ouais, de fou. Les chorales où il y avait deux personnes et on entendait les mouches voler et qui se sont retrouvés débordés d'adolescents. Mais c'est très bien, c'est très positif. Ça m'étonne pas que ça ait eu un impact parce que même s'il y avait ce côté parfois un peu caricatural, je dirais, malgré tout, le sujet de fond, il était sincère. Hein. Oui. Puis même les acteurs et tout, je sais pas si tu te souviens, mais le casting, c'était quand même purement tous des amateurs d'une certaine manière. Oui, c'est vrai. Et Bah, je ça trouve donnait que... une vraie authenticité à la série. Hein. Ouais, c'est ça. Et maintenant qu'on a vu ce que le monde voyait, donc un phénomène, des chiffres fous, une série qui changeait des vies, en vrai, tout ça c'était réel, certes, mais ce que le monde ne voyait pas, c'est ce qui se passait de l'autre côté de la caméra. Et spoiler, c'était vachement moins feel good. Franchement, quand on a fait les recherches pour cet épisode-là, il y a des trucs que j'étais un peu en mode « Mais what the fuck ?» Ouais. Voilà, on va arriver gentiment dans les profondeurs pas cool de Glee. D'ailleurs, je fais une petite aparté, mais si jamais c'est un sujet qui vous intéresse de le phénomène sur Glee, etc., il y a une espèce de... Il me semble que c'est une mini-série qui est sur HBO Max. Et en fait, ça parle des côtés, on va dire, un peu sombres de Glee. C'est bon à savoir. Et la première chose, c'est que Ryan Murphy, même si c'était un génie plutôt ingérable. Donc, pour vous donner une idée, chaque épisode coûtait plus de 3 millions de dollars. Et ça prenait 10-12 jours de tournage contre 8 pour une série normale. Donc, pour vous dire combien c'était long et coûteux pour la production, je pense. Ouais, pour les acteurs aussi, ça devait être pénible de tourner aussi longtemps. En fait, pour vous expliquer comment les épisodes étaient tournés, il n'y avait pas forcément de plan pour la série, pas d'arc narratif planifié. En fait, Murphy, en bon génie ingérable, écrivait en fonction de son humeur. Donc, sûrement, s'il était bien luné, l'épisode était feel good. S'il était pas bien luné, peut-être que l'épisode était un peu dramatique. Encore un mégalo, là. Ouais, de fou. Et pour vous dire combien ça pouvait être difficile pour les acteurs, eh bien, ils savaient pas ce qu'ils allaient tourner d'une semaine à l'autre. Donc vraiment, ils avaient aucune information sur l'évolution de leur personnage,
sur la tournure de l'histoire. Je pense que ça devait quand même être quelque chose de difficile à gérer. D'autant plus que c'était des acteurs amateurs pour la plupart et je pense que l'exercice était très difficile, hein. Oui, je pense aussi. Et par exemple, Darren Criss, qui joue Blaine, ne savait jamais si son personnage serait gay ou bi. En fait, ça a changé selon l'humeur du scénariste. Très pratique. Grave. À partir de la saison 3, Murphy, il lance American Horror Story en parallèle. Il est clairement moins investi dans Glee. Je le savais pas et je l'ai appris en faisant les recherches là. Je comprends que la série a un peu perdu du rythme après ça. Ouais, on a perdu en qualité, je suis d'accord. Les 3 premières saisons, 4e saison, ça va. Mais je trouve que 5-6, ça a été très compliqué. J'ai regardé parce que je voulais vraiment savoir la fin. Bah, c'est là où ça commençait à devenir plutôt répétitif, que les nouveaux personnages qui arrivaient étaient pas forcément hyper intéressants, etc. Et on s'attachait beaucoup moins à eux qu'aux premières saisons. Ouais, pareil. C'est un peu les précurseurs de Riverdale. Ouais, c'est ça. T'as un super bon début de série, puis après ça part en cacahuète, hein. Ouais, complètement. Et la qualité, elle s'effondre. Il y a des personnages qui disparaissent sans explication. Il y a des couples qui sont formés, déformés, reformés sans logique. Des storylines totalement incohérentes parfois. Et je pense que ça a vraiment perdu le public. Oui, je pense aussi. Parce que ça a perdu en sincérité. Et je sais pas si tu te souviens, mais personnellement, les persos dans la saison 5, ça m'horripilait, quoi. Ouais, je suis à peu près Notamment d'accord. Rachel. Bah, Rachel, elle est assez horripilante dès le départ, je trouve, hein. Oui, mais je trouve qu'au fil des saisons, c'est de C'est de pire en pire en pire. pire, ouais, c'est vrai. Mais même des personnages que j'aimais bien au début, bah Kurt, moi je trouve que sur les fins de saison, il commence un peu à me taper aussi sur le système, hein. Clairement. Et pour vous dire combien ça pouvait être compliqué pour les artistes, Murphy, il aurait dit publiquement que les acteurs, ils étaient jetables, vraiment comme des petits mouchoirs en mode hop, tu fais plus le taf, allez, Ouais, c'est tu pars, super tu agréable. reviens. Ben, en gros, c'est horrible parce que on te fait sentir comme une personne à part au moment où tu fais ton casting, on te disait on te crée un rôle rien que pour toi, t'es merveilleux, etc. Et puis au bout de 1 ou 2 saisons, le mec il se lance dans un autre projet et puis il dit ouais, oh, ils sont tous remplaçables, hein, on s'en fout, hein. En fait, j'aurais envie de vous dire comment c'est la série si vous avez jamais vu, mais vraiment, voilà, je vous garantis pas le résultat jusqu'à la fin. Ouais, c'est ça. Et justement, pour rebondir sur ce que tu disais, on va parler un petit peu de l'ambiance sur le plateau. Et là, ça va être très sympathique. Ça donne pas envie d'y aller, hein. Non, Alors, bah déjà, il y avait un favoritisme énorme autour de Léa Michel, donc qui jouait Rachel, qui a été documenté par plusieurs acteurs. Naya Rivera, qui jouait Santana, elle en parle dès 2016, donc juste après la fin de la série. Dans son autobiographie Sorry, Not Sorry, il y avait une vraie rivalité entre elles et une atmosphère de peur la concernant. le titre de l'autobiographie est So Santana. Ouais, grave. C'est vraiment. Mais à force d'habiter un personnage comme ça, soit elle était un peu comme son personnage dès le départ, soit ça l'a transformée. Mais bon. Finalement, les personnages de Rachel et de Santana étaient visiblement ennemis à l'écran, mais très clairement dans la vraie vie aussi, hein. Elle en parle justement en 2016, c'est là où 4 ans après, en 2020, bah, la polémique en question explose. Et c'est justement à cette même année que elle décède. Elle n'a jamais vu la reconnaissance du public et de ce qu'elle avait dénoncé. Ça fait partie d'une des morts assez tragiques de la série. On en reviendra sur d'autres un petit peu plus tard, mais c'est vrai que ça a été assez brutal. Et puis elle était comme tous les acteurs de cette série très jeune. Maintenant que j'ai bien plombé l'ambiance, je te laisse amener des anecdotes un peu plus légères. Voici. Tu seras le soleil du podcast et moi je serai la faucheuse, quoi. C'est ça. Eh bien, on va parler de notre cher Matthew Morrison, aka Will. Aka le crush de ma mère. J'ai pas osé le dire parce que c'est pas ma Tu maman. peux, Mais tu peux. il avait que 4 ans de plus que certains de ses élèves, je mets des guillemets, mais vous avez compris que certains des acteurs, donc c'est assez cocasse. Ce qui explique peut-être ce sex appeal. Et pour moi, c'est un peu, je rigole avant de dire ce que je vais dire, mais c'est Vas-y. un peu le sosie de Wish de Justin Timberlake. Oui, 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 je vois ce que tu veux dire. Et en Oui. plus, il me semble que dans la série, il reprend beaucoup de Justin Timberlake, À non? fond. Oui, complètement. Cry Me a River, Oui. entre autres. Bon, on va pas tous les faire, mais ouais, ouais. Mais oui, il y a un truc, je suis d'accord. Ensuite, on a Kevin McHale, aka Artie, qui lui, eh bien, faisait partie d'un boys band avant Glee, NLT, Not Like Them. Il y a eu 17 chansons, mais 0 album. Et puis, pas de succès non plus. Tu sais, je m'attendais à un truc fou et en fait, il y a eu 17 chansons, 0 album et puis plus rien. Ah,
Ok. C'est peut-être pour ça que quand il y a des performances un peu en mash-up et compagnie, il arrive à avoir cette énergie un peu de boys band, tu vois. Ou enfin, il est en fauteuil, hein, donc. Oui, ça on en a pas trop parlé, mais peut-être qu'on ferait une petite aparté. Mais alors on avait eu Jimmy dans Degrassi et Artie fait aussi partie des apparitions plutôt rares des personnes en situation de handicap. Et pour le coup, je trouve que dans cette série, ça montre que être en situation de handicap n'est pas forcément un frein. Parce Oui. que on le voit danser, on le voit, enfin danser avec son fauteuil, mais il est vachement inclus dans les chorégraphies, etc. On le voit danser, Oui, il chanter, je est vais y pas du arriver. tout mis à l'écart. Pas du tout. Un peu comme pour les autres minorités qui sont abordées dans la série. Je pense que pour les jeunes qui ont vu cette série-là et qui étaient en situation de handicap, je trouve que c'est un beau message d'espoir. À l'époque, vraiment, c'était quelque chose qui sortait un peu des clous, un peu révolutionnaire et ça apportait un vent frais, je pense, dans le paysage un peu télévisuel. Oui, je suis complètement d'accord. Et puis, visiblement, de ce qu'on disait dès le départ, il y a plein de gens qui se sont retrouvés dans beaucoup de personnages de toutes les façons possibles et qui ont été super contents de pouvoir s'identifier et peut-être même de trouver une certaine forme de réconfort. Totalement. C'est pas la seule anecdote un peu plus joyeuse. Pour vous dire l'impact de la série à l'époque, le cast avait été invité à la Maison Blanche par Michelle Obama pour Pâques en 2010 parce que, pour votre gouverne, Michelle Obama était une grande fan de Glee. Voilà. Trop drôle. Je trouve ça trop génial. Et ensuite, on a Ian Brennan, qui était le co-créateur de la série. Et bien, lui s'était dit, bah, Don't Stop Believin', bof, hein, vraiment un peu trop surexposé. Donc, il était pas trop chaud pour l'utiliser. Je pense qu'il s'est vite ravisé quand il a vu le succès de la musique. Grave. Ça me fait penser aux gens qui voulaient pas signer Queen parce que ils trouvaient que ça faisait c'était un style trop bizarre et que personne n'achèterait leur album. Ouais, c'est un peu le même style. Bon, je remets ma casquette de casseuse d'ambiance, c'est ça? Ouais, c'est ça. Eh ben c'est parti. Désolée de vous pourrir l'ambiance après quelques anecdotes plutôt sympas, mais il faut aussi passer par là. On avait la mort de Cory Monteith qui jouait le personnage de Finn. Je me souviens exactement de quand j'ai appris la mort de Cory Monteith. Ah ouais? Je sais pas pourquoi ça m'a marqué. C'était un été parce que du coup, vous verrez, il est décédé en été. Je me réveillais un matin parce que j'étais en vacances chez mes parents à Tahiti. Donc j'avais 12 heures de décalage horaire et je vois quoi? L'acteur de Finn qui est mort. Alors que dans mes souvenirs, dans la fin de la saison 3, Finn et Rachel se mettent enfin ensemble. Bah, le personnage était toujours d'actualité dans la série, donc assez problématique pour pouvoir continuer bien sûr le tournage. Je vais vous expliquer comment ça s'est passé, mais c'est vrai que moi ça m'avait choqué aussi, mais c'est une série que je regardais actuellement, enfin au moment où ça s'est passé, et puis ça reste un jeune, et puis bah, c'est toujours un peu marquant ce genre de moment pas très joyeux. Totalement. Donc pour vous expliquer rapidement, il luttait contre des addictions depuis l'adolescence. En mars 2013, il rentre en cure de désintox avec le soutien de la production. Il en sort, il reprend le tournage, il se met en couple avec Léa Michel dans la vraie vie et en juillet 2013, donc 4-5 mois après sa désintox, il est retrouvé mort dans sa chambre d'hôtel à Vancouver. Il n'avait alors que 31 ans et il a fait une overdose d'héroïne et d'alcool. Ryan Murphy demande à Léa Michel si elle a envie d'arrêter ou si elle veut continuer. Au vu des circonstances, elle dit que non. Elle va continuer et que si elle continue, bah, c'est justement en sa mémoire, c'est pour lui. Tout le final qui était prévu avec Rachel et Finn, il a dû être réécrit forcément en urgence. Et ils ont par la suite même fait un épisode hommage qui s'appelle The Quarterback, donc c'est dans la saison 5. Et on voit les acteurs qui pleurent bah, pour de vrai, hein, évidemment, parce que je trouve Ouais, cet c'est un épisode peu. vraiment dur à regarder, moi perso, parce que Ouais. tu sais que c'est réel en fait, leurs larmes, et je trouve ça vraiment trop triste. J'ai parlé de la saison 3 tout à l'heure, mais c'était la saison 4 parce qu'on est vraiment sur la fin du lycée de toute la bande et on entre à l'université avec eux à Ouais, la c'est ça. saison 5. Il me semble qu'à la fin de la saison 4, on sait pas trop ce que Rachel et Finn vont faire. Est-ce qu'ils vont se suivre? Est-ce que chacun va un peu faire ses trucs dans son coin? Bon, au final, la réalité est que bah, Finn a disparu, donc Ouais, c'est ils ne vrai finiront pas que ensemble. je trouve que c'était un moment très difficile à regarder et à digérer, et j'imagine même pas pour eux à quel point ça a dû être dur. D'ailleurs, bah, Léa Michel, par la suite, elle dédie son Teen Choice Award à Cory. Et Jane Lynch, qui joue Sue Sylvester, lui rend également hommage pendant les Emmy Awards. Maintenant, la grande question, bah, c'était un peu de se demander si justement la série aurait dû s'arrêter là ou non.
Je pense que c'était pas forcément une raison pour arrêter la série parce que même si l'événement est tragique, il y a quand même d'autres personnages qui continuent d'exister et ça aurait été dommage d'arrêter la série là. Cependant, quand je vois ce que ça a donné la suite, effectivement, ils auraient C'est peut-être dû ce que s'arrêter j'allais à la dire. saison 5. Moi, j'aurais pas arrêté, mais par contre, j'aurais peut-être fait un espèce d'épisode spécial ou un téléfilm ou tu vois quelque chose qui vient clôturer un peu les arcs de chacun ou alors une saison 5 un peu plus courte. Je crois que c'est ce qu'ils ont fait pour la saison 6, que je crois que la saison 6 a que 10 épisodes alors Ouais. que les autres en ont 24-25. De toute façon, on l'a dit, hein, dès que Ryan Murphy a un peu quitté le navire de Glee, ça s'est ressenti sur la qualité. Et au fur et à mesure, ça s'est un peu effrité. Et puis on sent vraiment que ça a été fait juste parce que c'est une série qui fonctionnait bien, qui rapportait gros et qu'ils ont continué à traire la vache jusqu'au bout tant que ça Oui, rapportait du pognon totalement. et c'est dommage Je parce suis que d'accord avec toi. je suis d'accord sur le fait que ça aurait dû s'arrêter saison 4, une fin de lycée, quelque chose de propre, et puis un petit épisode spécial ou un petit film après, juste pour suivre, un peu comme Gilmore Girls a fait, de refaire un mini truc. Exactement. Tu m'as enlevé Voilà. les mots de la bouche. On garde un souvenir qui est pas Puis, forcément hyper glorieux de Glee, alors que ça avait très bien démarré. autant les 4 premières saisons, les thématiques qui sont abordées sont vraiment chouettes et diverses, on va dire ça comme ça. Ouais, et après on tourne en Que, rond. ouais, en saison 5, saison 6, je trouve qu'on tourne en rond. Il faut savoir s'arrêter, mais Hollywood a du mal à s'arrêter quand c'est une question d'argent. Donc, Ouais, c'est clair. Et pour clôturer plus ou moins cette deuxième partie, j'allais dire cette dernière. Non, 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 nous n'avons pas fini. Donc, on pensait que c'était le pire, que la série avait traversé ce qu'elle avait à traverser, mais la liste est loin d'être terminée. Je vais peut-être pas garder toute seule la casquette de la mauvaise pendant cet non, épisode. Peut-être que tu vas prendre le relais aussi un petit je veux peu. rester le soleil de cet épisode. Parce que après Cory Monteith, d'autres choses sont arrivées. Et c'est là que les gens ont commencé à parler de malédiction qui entoure le tournage des acteurs et compagnie. On va commencer par une liste qui est pas forcément glorieuse. C'est un peu toutes les personnes qui sont décédées après Glee. Donc on a Cory Monteith, on en a déjà parlé, mais il n'y a pas que lui. On a Jim Fuller, assistant réalisateur, qui est décédé en 2013. Alors lui, il meurt dans son sommeil, insuffisance cardiaque, c'est fini. Et c'est pas le seul membre de l'équipe de production qui va décéder. On a Nancy Motes, assistante de production elle aussi, petite sœur peu connue de Julia Roberts. En 2014, elle met fin à ses jours. Ensuite, parce que je peux vous dire, j'en ai une sacrée, Ouais, la liste une est terriblement sacrée longue, hein. liste. On a Matt Bendick, petit ami de Becca Tobin qui fait Kitty dans la saison 5 et 6, qui est décédé lui aussi en juillet 2014. Ensuite, on a notre fameux Mark Sailing à Puck. Alors lui, il est arrêté en 2015 pour possession massive de matériel PEDO. Je peux pas prononcer le mot ici, sinon on va se faire strike. Mais vous avez compris de quoi on parle. Il plaide coupable, mais il est retrouvé mort en janvier 2018. Il s'est suicidé avant sa peine. Apparemment, il y avait des signaux qui existaient depuis longtemps dans le milieu, mais personne ne se dit, tiens, ce serait peut-être intéressant d'agir. Non, personne. Putain. Je Clairement, voilà. retire ce que j'ai dit. Moi, j'aimais bien le personnage de Puck, hein, mais pas le mec, hein, je tiens à le dire. Et on en a parlé un peu plus tôt dans l'épisode, mais on a Naya Rivera qui a disparu le 8 juillet 2020 au lac Pirou, en Californie, avec son fils Josie, qui avait seulement 4 ans. Il n'y a pas de mort bête, mais là vraiment, c'est la faute à pas de chance. Il se baigne et son enfant est retrouvé seul sur le bateau, endormi avec ses affaires. Et la thèse, c'est qu'elle a juste eu le temps de le hisser du bateau avec ses dernières forces et qu'elle n'a pas pu remonter. Malheureusement, son corps a été retrouvé 5 jours plus tard. Et la coïncidence qui a un peu alimenté cette histoire de malédiction autour de Gilly, c'est que sa mort a été prononcée le 13 juillet 2020, exactement 7 ans après, jour pour jour, le décès de Cory Monteith. Ouais, c'est dingue. C'est fou. Le cast a quand même tenu à lui rendre hommage parce qu'on a une photo très célèbre qui a tourné à cette époque-là, où on les voit tous main dans la main pour lui rendre hommage au bord du lac Piron. C'est une photo qui a fait le tour des réseaux et qui a un peu ravivé les Glee et compagnie. Mais Ouais, qui a c'est vrai. aussi un peu rallumé la flamme de oula, Glee, c'est un peu une malédiction. Et justement, j'en profite pour rebondir avec la suite. Est-ce que c'est une malédiction ou plutôt un système qui les a broyés? Le mot malédiction fait vendre, forcément. Mais est-ce que c'est vraiment la bonne lecture de ce qui s'est passé?
Dans le concret, c'est des gens très jeunes qui sont propulsés dans un succès mondial du jour au lendemain, sans aucun filet, sans aucun accompagnement sérieux. Cory Monteith, lui, luttait contre des addictions bien avant Glee. Est-ce que la pression n'a pas accentué justement son addiction? Mark Selling, ça on vient d'en parler, il y avait des signaux qui ont été ignorés parce que il était vendeur, il rapportait de l'argent. Naya Rivera, c'est un accident tragique, pas vraiment une malédiction, mais ça fait quand même partie des choses qui se sont passées assez dramatiques. Donc pour conclure, c'est pas une malédiction surnaturelle, bien sûr, mais c'est un système très réel qui prend pas soin des gens qui ont été présents sur la série. C'est pas nouveau que les gens se font broyer par le système d'Hollywood. Ça veut pas dire que toutes les séries et tous les castings ont des fins dramatiques comme la série Glee. Mais c'est vrai que Glee cumule beaucoup de soit pas de chance, soit acteurs qui ont des problèmes de toute origine possible. Le mot malédiction pour les tabloïds, ça fait vendre, ça fait un peu peur. On sait que les gens, les histoires de fantômes, etc., c'est toujours quelque chose qui est plutôt vendeur et qui amène des esprits curieux. Et je pense que c'est un peu ce qui se passe pour Glee. C'est sûrement une succession de malchance, on va dire ça comme ça, qui amène à ce truc un peu de la série maudite. Pour vous dire, HBO on a fait un documentaire, donc c'est qu'il y a de quoi... Oui, mais parce que c'est malheureux, mais il y a toujours du fric à se faire d'une façon ou d'une autre, même Exactement. si c'est en vendant des sujets qui sont pas très joyeux. Hein. Il y a eu un documentaire aussi sur les enfants stars, notamment des enfants stars de la chaîne de Nickelodeon, où on se rend compte que c'est un système qui broyait les enfants. Même si le documentaire a été fait pour en guise de témoignage, je trouve que il y a ce côté de un peu sensationnel Ouais. et on va sur de la thune, quoi. Business is business. Exactement. Et il y a un autre truc aussi qui a un peu froissé l'image de Glee, de cette série Feel Good et compagnie, c'est malheureusement un des persos principaux, c'est Léa Michel. Alors on s'en rendait pas forcément compte quand on regardait, mais il y a des choses qui sont sorties bien après la série. Et ça a commencé en juin 2020 avec le mouvement Black Lives Matter. Léa Michel, elle poste un twist, un tweet, un twist, Un twist. un tweet. C'était un twist. Grave, vraiment pour le coup. Elle poste un tweet de soutien à George Floyd et c'est un peu le début de l'escalade pour Léa Michel. On a Samantha Ware, personnage de Jane dans la saison 6, qui lui répond publiquement: Tu te souviens quand tu as fait de ma première expérience télé un véritable enfer? Pour vous donner l'idée un peu de l'ambiance sur le plateau. Ouais, c'est ça. Et ensuite, elle a été interviewée et elle a parlé des micro-agressions plutôt traumatisantes répétées dont elle a été victime, notamment le fait que Léa Michel aurait dit tout simplement vouloir chier dans sa perruque. Voilà, on est vraiment sur des trucs très, Mais c'est super sympa cette ambiance de très tournage, dis donc. sympas. Trop cool. Et en fait, ça ouvre les vannes. Les langues qui étaient attachées se sont déliées, vraiment. On a Alex Newell, aka Unique, qui confirme. On a Amber Riley, qui jouait Mercedes, qui like. Et il y a un acteur qui dit qu'il n'avait pas le droit de s'asseoir à la même table que Léa Michel, pour vous dire. Non mais Le grave, perso. c'est grave. Hein. La meuf a un melon et est un peu raciste sur les bords, quand même. Ouais. Hein. Bah en plus c'est ça moi qui me dérangeait avec Léa Michel, c'est que on comprend très vite dans les années 2010 etc. que le personnage qu'elle incarne à l'écran un petit peu égocentré etc. C'est pas vraiment un rôle hein, parce qu'elle a l'air d'être comme ça dans la vraie vie et ça a été confirmé à plusieurs reprises. En plus elle est raciste. Et là, on a la confirmation. Eh oui. Et on a Heather Morris qui dit en 2021 que beaucoup avaient peur de la dénoncer. Pour vous dire le climat sur le plateau, on a Naya qui était l'une des seules à ne pas avoir peur d'elle. On l'a déjà dit plus haut, mais dans son livre en 2016, il y a des sources aussi plutôt anonymes qui vont aussi parler. Dans le sens où soi-disant, elle ne faisait pas de discrimination parce que son traitement de tout le monde était le même, mais qu'elle était complètement obsédée par elle-même. Donc la meuf a vraiment, c'est pas un melon, c'est une pastèque. Ouais, vraiment. Et suite à ce scandale, du coup, il y a HelloFresh qui rompt son contrat avec Léa Michel en 48 heures. Pas étonnant, hein. Je pense que c'est pas la seule marque, mais c'est peut-être la seule marque qui l'a dit publiquement, et où on a pu le savoir, ou je ne sais pour quelle raison, mais Ouais, je pense à mon aussi. avis, ce n'est pas la seule marque. Léa Michel, elle finit par s'excuser quand même. Elle s'est dit, bon là, il faut que je me rachète une image publique. Ouais, c'est les excuses pas forcément les plus sincères, hein, mais En 2022, elle revient dessus, donc elle fait des excuses parce que madame est à la tête d'une comédie musicale à Broadway qui est quand même
ultra connue, c'est Funny Girl. Elle n'a pas réussi à convaincre parce que c'était plutôt mitigé. Le mal était fait, à mon avis. Oui, franchement, quand c'est pas sincère et que c'est à répétition et qu'il y a plusieurs témoignages, c'est difficile de sortir de ce genre de scandale, entre guillemets, indemne. Ouais, je pense. Puis je pense que malgré tout, il y a peut-être des choses qui étaient sorties pendant Glee, alors peut-être on n'y prêtait pas attention et en plus, nous on est un peu reculé de ça vu on vit pas aux États-Unis. Oui, c'est possible. Peut-être qu'il y a eu d'autres dramas, etc. Mais voilà, bon, Léa Michel, un peu persona non grata, quoi. Ouais, personne problématique, hein. Et ce que ça dit, c'est que ben, l'ambiance toxique était connue depuis des années, mais les gens avaient peur de parler et ça a explosé quand le contexte culturel l'a permis. Mais je pense qu'il n'y avait pas que Léa Michel, parce que Ryan Murphy, bien que ça soit un génie de création et compagnie, il avait l'air quand même un peu problématique aussi. Donc, Oui. Je vais clôturer cette partie finale avec un dernier point que l'on va aborder ensemble. C'est le point de l'héritage. Avec tout ce qu'on vient de vous dire, qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Alors, il y a une partie, on va la mettre en boule, on va la jeter, hein. Et puis l'autre, on va garder le positif. clairement. Bon, alors, dans les choses positives, on a un héritage LGBT qui est quand même très réel et qui a été très important. Il y a eu une représentation courageuse pour l'époque et le réseau et la façon dont le public a perçu les personnages et a pu s'identifier. On a bien évidemment un héritage musical conséquent avec, comme on le disait, 700 chansons. Des artistes qui ont ressuscité, entre guillemets. Ressuscité, c'est un peu border avec tout ce qu'on a abordé Ouais. comme sujet, hein. Mais en tout cas, des artistes qui ont gagné en succès et en notoriété, et une génération qui découvre la comédie musicale. On aborde aussi forcément la question de la nostalgie. A-t-on le droit d'aimer Glee malgré tout ce qu'on a abordé? Bien sûr, la réponse est oui, bien évidemment. C'est une nostalgie qui doit être quand même relativement consciente. Regarder en face le bon et le moins bon, et surtout, on peut faire la part des choses entre la réalité et la fiction. Et cette série, malgré tout, a fait une place pour ceux qui souffrent et a permis à beaucoup de jeunes, je pense, et ça a été confirmé, de trouver une sorte de réconfort et Et aussi de d'identification. représentation, je pense. Ouais, c'est ça, une représentation qui les aide à avancer dans leur vie et à se sentir à leur place. Et On le n'en a point? pas trop parlé, mais Ouais. Glee, quand même, à l'époque, elle se met dans un paysage où, dans les autres séries, teen drama, etc., ceux qui sont mis en lumière, c'est beaucoup les cheerleaders et les quarterbacks. Enfin, équipe de foot, etc. Les losers, je l'ai déjà abordé ce truc dans un épisode, mais c'est souvent, ils ont tous des lunettes, c'est des geeks, etc., machin, enfin bon, bref, voilà. Mais là, le fait que les rôles s'inversent dans Glee, même si ils sont tournés, on va dire, un petit peu, pas en ridicule, mais il y a quand même ce côté un peu très la touche à Ryan Murphy, hein, clairement, des personnages un peu loufoques, etc. Je trouve qu'il y a quand même ce truc très sincère. Ça permet une identification, en tout cas, pour les gens qui sont un peu hors cercle populaire et compagnie, tu vois. Oui, complètement. Et c'est assez marrant parce que je trouve que Rachel, le choix de casting de Rachel est assez intéressant parce que cette fille-là a été castée pour jouer un rôle d'une personne considérée comme loser, entre guillemets, mais elle avait totalement la capacité et physique et en personnalité de jouer, par exemple, une pom-pom girl. Ouais, clairement. Et on arrive donc au plan final de la série. C'est une plaque dans l'auditorium Finn Hudson avec la phrase See the world not as it is, but as it should be. Donc voir le monde non pas tel qu'il est, mais tel qu'il devrait être. Et je pense que c'est la phrase qui résume le mieux Glee. C'était une promesse de la série dès le début, et je pense que la série a bien tenu son fil conducteur tout le long. Ouais, tout à fait. Bah, j'ai pas plus à dire parce que je trouve que ça résume bien la série. Voilà. C'est ça. Pour finir cet épisode, Glee, cette série, on passe de Don't Stop Believin' à la malédiction qui n'en est pas vraiment une. On espère que cet épisode vous a donné envie de réfléchir, parce que Glee, c'est pas juste de la nostalgie, c'est un miroir de ce que Hollywood fait aux gens qui propulsent et de ce que la célébrité peut coûter quand il n'y a pas de filet. Dites-nous en commentaire si vous aussi vous étiez des geeks et quel était votre personnage préféré ou encore votre scène préférée. On veut tout savoir, donc lâchez-vous soit en commentaire, soit en DM. On sera ravis de vous lire et de vous répondre. Petit aparté, mais s'il y a un seul mashup ou une seule musique de Glee que tu retiens, c'est quoi, Elvin? Ah,
Bien sûr, Don't Stop Believin', c'est la musique phare de Glee et c'est celle pour laquelle voilà, on associe tous la série et c'est dur de ne pas penser à Glee sans penser à elle. Mais en dehors de celle-ci, je crois que celle que j'ai le plus saignée, c'est... Alors, il y en a deux. Je sors ma carte Joker, je décide que j'ai le droit d'en J'en dire aurais deux. deux, moi aussi. Ok. C'est dur de choisir parce que vraiment, je trouve que les mashups sont tous excellents. Il y a très peu de ratés, voire pas de ratés. J'ai adoré le mashup de River Deep Mountain High, justement avec Santana et Mercedes, que je trouve incroyable. Et je vais choisir la chanson de Imagine de John Lennon parce que cette scène me fait chialer à chaque fois. Et Très bon toi? choix. Moi, j'en ai deux et il me semble que c'est dans le même épisode. Ah, bah tiens, sur les 2000 épisodes, bien sûr. Non, mais pas dans le même épisode que toi, mais Ah, d'accord, les deux dans le même musiques épisode, ok. Ouais, les deux mashups, je crois qu'ils sont dans le même épisode, mais je suis pas sûre. Peut-être que je vais dire des conneries. On a Survivor et I Will Survive en mashup. Il me semble que c'est la bataille fille contre garçon. Oui, mais parce qu'en plus, moi, il y a un mashup que j'adore. Bon, bref, je vais pas. Sinon, on va s'éterniser. Je te laisse finir. Le deuxième, du coup, c'est la réponse des garçons aux filles. C'est It's My Life et Confession. Merci, c'est celle-ci que je voulais dire. Étonnant, tiens. Et si vous voulez qu'on fasse un épisode où sont-ils maintenant sur le cast de Glee, parce qu'il y aurait des choses à dire, eh bien, dites-le nous aussi. Tout à fait. Je vais te voler ton travail, Anaïs. Je vais essayer de faire la clôture de l'épisode. Soyez indulgents par pitié. Parce que Anaïs le fait très bien. Et je me lance un petit challenge. Tous les Des 6 mois, années ça me prend. d'expérience. Ouais, c'est ça. Eh bien, on espère que cet épisode vous aura plu, que vous aurez appris plein de nouvelles choses. N'hésitez pas, bien sûr, à nous laisser des commentaires, à nous donner votre avis. Très important. Mettez-nous 5 étoiles sur Apple Podcasts, sur Spotify ou encore sur Deezer. On vous le rappelle, on est également sur YouTube et on prendra le temps de vous répondre si vous nous écrivez. Donc, ce sera avec grand plaisir. Aussi, on voulait vous remercier parce qu'on a passé le cap des 1800 écoutes. Franchement, quand on a lancé le podcast en novembre, on pensait pas les atteindre aussi rapidement. Et on remercie tous ceux qui nous écoutent assidûment. On voit, voilà, tous les jeudis, souvent je suis celle qui se lève en premier, donc je vois le nombre d'écoutes dès 7 heures du mat. Et franchement, on est rempli de gratitude pour ça. Donc, merci encore pour tout. Et on espère que l'aventure Pop Therapy va continuer encore de moultes années, voilà. Grave. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Je vous dis ciao! Ciao.